Salut à tous, salut à toutes. After Stade exceptionnel aujourd'hui avec un invité de choix, Daniel Cousin, ancien manager des Panthères, ancien international gabonais et surtout plus récemment, ancien sélectionneur du Gabon. Avec lui, on va revenir sur ces 10 derniers mois à la tête du Gabon, les raisons de son départ et surtout pourquoi est-ce que le football gabonais est en crise. Ensuite, je vous donne rendez-vous en plateau avec mes invités pour débattre autour de cette interview. After Stade avec Daniel Cousin, c'est maintenant. Daniel Cousin, bonjour. Bonjour. Alors, on se retrouve ici, on va dire, pour vous, après quelques semaines un petit peu mouvementées. Vous avez fait beaucoup l'actualité. Après 3 années en tant que manager des Panthères, vous avez fait 10 mois à la tête de la sélection. L'aventure s'est récemment terminée pour vous dans les circonstances qu'on connaît. Mais déjà, avant de parler un petit peu de tout ce qui s'est passé, comment vous sentez-vous actuellement? Je me sens très bien. Je me sens très bien. Un peu déçu bien sûr sur le plan sportif que l'équipe nationale ne soit pas qualifiée pour la CAN en Égypte, mais sur un plan de vue personnel, très content, très belle expérience et comme je suis un jeune entraîneur, commencer par le poste des sélectionneurs, c'était fabuleux et j'espère que des expériences comme ça, il y en a d'autres par la suite. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience à la tête des Panthères du Gabon? Très bien. Au début, c'était un peu difficile parce qu'il y a des joueurs avec qui j'ai joué, c'est normal. Ouais. On avait une proximité et c'était pas facile de faire passer un message, mais ça a duré peut-être 3-4 jours. Après, voilà, on se met dans la peau d'un entraîneur et on oublie tout ce qui se passe et on fait en sorte que les joueurs adhèrent et surtout les cadres puissent, sur qui on peut s'appuyer pour essayer de faire passer un message. Alors, vous l'avez dit, il y a eu certes des débuts un petit peu difficiles avec les joueurs, mais même avant en fait, votre nomination, il y a une espèce d'un petit peu d'imbroglio autour de votre nomination parce que la fédération avait annoncé un duo avec Pierre Obama. Finalement, ça ne s'est pas fait. Comment est-ce que ça s'est passé un petit peu tout ça? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, nous éclaircir cette situation-là? Tout simplement parce que Pierre Obama a refusé. Il a pris une semaine de réflexion. Ouais. Il était aussi tombé malade, hein. Il avait eu une grosse grippe, donc il m'a dit clairement, je l'ai eu au téléphone, qu'il n'avait pas envie de relever le défi. Et voilà, donc il y a eu pas mal d'incompréhension parce que la fédération l'avait annoncé coach alors qu'il n'avait pas été concerté. C'est pas surprenant, mais voilà, par la suite j'ai accepté le poste parce que on était dans l'urgence. Ouais. L'équipe allait très mal et il fallait trouver un sélectionneur pour terminer les éliminatoires parce que Camacho venait d'être limogé. J'ai accepté. Alors justement, avant vous étiez manager, ouais. Vous connaissiez l'environnement autour de la sélection, vous avez aussi travaillé avec José Antonio Camacho. Vous l'avez dit, les éliminatoires ont très mal commencé, là il fallait un petit peu jouer le rôle de pompier. Ouais. Est-ce que ce n'était pas, on va dire, une mission quasiment impossible vu tout le contexte autour de la sélection? C'était pas, pour moi, c'était réalisable si j'avais l'appui des dirigeants en fait. Ouais. Je ne l'ai pas eu, donc la tâche devenait très compliquée. Parce qu'un projet de jeu, je vais vous parler en termes footballistiquement parlant, un projet de jeu, un projet sportif, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Voilà, donc il faut du temps et il faut que les joueurs et les dirigeants arrivent à comprendre dans quelle direction je veux partir. Et malheureusement, le temps était très court. Et je les ai eus pratiquement que 3 semaines. Et c'était en octobre, novembre et après en mars. Donc la tâche était très délicate. Mais je le savais, ouais. Dès le départ, je le savais. Je me voyais plutôt travailler sur du long terme au Gabon parce que j'avais quand même fait plus de 3 ans manager. Et malheureusement, pour des raisons... Leurs raisons à eux, ouais. Ils ont préféré arrêter l'aventure, mais ça reste une bonne expérience. Si c'était à refaire, je le referais. Vous le referiez? Ouais. Alors, comment expliquer qu'une fédération et le ministère vous nomment et que derrière, ils ne vous appuient pas, ils ne vous donnent pas, on va dire, peut-être les moyens de pouvoir aller chercher cette qualification? C'est un peu contradictoire. C'est incompréhensible, en fait. Je pense qu'à un moment donné, on n'a pas affaire à des gens qui connaissent le football, c'est tout. On peut nommer quelqu'un, mais après, moi, je connais les clés de la réussite parce que par rapport à mon expérience,
européenne, parce que toute ma carrière, je l'ai faite en Europe, 98% parce que j'ai terminé un peu au Gabon. Ouais. Mais je voulais m'appuyer sur mon vécu pour le transférer aux dirigeants gabonais qui puissent m'aider à mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Et ils n'ont pas trouvé ça, disons, correct ou disons, pour eux normal, que je puisse être exigeant envers eux pour justement atteindre nos objectifs. C'est parce qu'ils ont une vision différente de la mienne, c'est tout. Ils m'ont vu en tant que manager, j'étais une personne, mais quand je suis passé sélectionneur, j'étais une autre personne. Forcément. Parce que maintenant j'avais du pouvoir, enfin j'aurais voulu avoir du pouvoir pour pouvoir mettre des vraies choses en place et que l'équipe nationale ressemble à une vraie équipe professionnelle. Ils l'ont pas vu sous cet angle-là, c'est tout. Hein. Mais est-ce que vous vous dites pas des fois, si ça avait été un entraîneur étranger, parce qu'ils vous ont peut-être considéré comme un entraîneur local, vous auriez eu davantage de pouvoir ou de prérogatives? Ben non, parce que j'ai été nommé manager sous l'ère Costa, et Georges, que j'appréciais beaucoup, avait aussi des difficultés. Les mêmes problèmes? Ben, il avait des problèmes. Donc c'est plus une question d'entraîneur, c'est une question de mettre des vraies personnes autour de l'équipe, que ce soit la fédération ou le ministère, pour soutenir l'entraîneur. Dans ce poste-là, au Gabon, on se retrouve livré à soi-même. Ouais. Et Georges Costa l'a vécu, Camacho encore pire, parce que lui, il avait cette barrière de la langue. Ouais. Et le fait qu'ils ne connaissaient pas l'Afrique du tout, mais c'est pas vraiment leur faute, parce que ce ne sont pas des gens, moi j'ai pas peur de le dire, ce ne sont pas des gens qui ont postulé, c'est des gens qu'on a appelés pour entraîner l'équipe, donc c'est différent, il y a un profil particulier. Je pense que tu le sais très bien, en Afrique, il faut un profil à la Renard, voilà, pour des mecs qui s'investissent à la Alain Giresse ou Claude Leroy, qui s'investissent à 500% dans leur travail. Malheureusement, on n'arrive pas à comprendre ça, nous, au Gabon. On n'arrive pas, surtout, à mettre de vrais projets en place sur le long terme. Ouais. Alors, vous l'avez dit, Georges Costa, ça ne s'est pas très bien passé. Camacho aussi. Vous étiez là pendant ces deux périodes-là. Ouais. Quand vous voyez tout ça, pourquoi vous avez essayé quand même d'aller au level challenge? Je suis passionné, moi. C'est un peu suicidaire, non, quelque part? Toute ma vie, le football, et j'y ai cru. Je me suis dit peut-être qu'avec moi, voilà. Comme on a vu Aliou Cissé au Sénégal réussir, c'était un ancien joueur de l'équipe, et au Gabon, il y avait pas mal de polémiques, comme on disait, il faut s'appuyer sur les anciens joueurs, il faut leur donner les moyens de réussir, et je pensais réellement que ça avait changé, que la mentalité avait changé, la vision avait changé, mais non. Ouais. On est resté toujours borné dans, disons, les mêmes... je sais même, il n'y a même pas de mots pour parler de ça, mais je vais dire la même organisation amateur. Ouais. Alors, vous avez pris les commandes de la sélection, vous avez commencé à travailler, et c'est quelques temps après que vous avez tapé du poing sur la table pour annoncer au grand jour que vous n'avez même pas encore signé de contrat. Ouais. Comment ça s'est passé que vous avez pu, on va dire quelque part, accepter ça? On vous a fait miroiter des choses? Ouais. Comme d'habitude, j'ai fait confiance à mes dirigeants, voilà, on devait mettre un contrat en place. Le salaire d'un manager et d'un sélectionneur, c'est différent. Bien sûr. Donc, à la gabonaise, on a toujours fait retarder l'échéance, et on était là, on repoussait. Et voilà, je suis quand même, pour les gens qui ne le savent pas, j'ai fait presque 2 ans sans salaire. Donc j'ai continué à travailler parce que je suis professionnel, j'ai misé sur le sportif, voilà. Et en retour, je voyais des personnes plutôt qui, je ne vais pas dire qui se foutaient de ma gueule, mais qui n'étaient pas là pour me mettre dans les meilleures conditions. Donc j'ai tapé du poing sur la table parce que j'ai mis du temps, bien sûr. Il y a des gens qui n'ont pas compris pourquoi j'avais mis autant de temps. Forcément, oui. Voilà, mais... j'ai dit maintenant ça suffit, je suis sélectionneur, il faut apprendre à respecter les gens, et il faut aussi respecter vos engagements. Quand vous prenez des engagements avec des personnes, que ce soit moi X ou Y, il faut respecter ça. Donc
J'ai voulu montrer que voilà, maintenant il faut que ce genre de pratique s'arrête. Voilà. Alors vous avez été entendu. On a vu aussi le ministre des Sports à un moment donné un petit peu, on va dire, blâmer la façon dont vous avez dû procéder par les avocats, etc. Mais vous avez malgré tout signé votre contrat. Mais au moment où vous signez votre contrat, est-ce que vous ne dites pas que le match qui arrive contre le Burundi, c'est un match couperé pour vous? Parce que vu que vous avez fait pression pour que votre situation soit régularisée, si vous ne vous qualifiez pas, forcément, ça va être compliqué. Oui, de toute façon, maintenant, après, à partir du moment où j'ai commencé à travailler avec des personnes, j'avais compris clairement qu'ils allaient m'attendre au tournant. Voilà. Et ce qui est très dommage, parce que quand j'ai tapé sur la table, c'est pour réclamer mon dû. C'est un dû. Comment on peut mettre en place un entraîneur sans contrat et sans salaire? Mais c'est impensable. Il n'y a pas de mots pour décrire une attitude pareille. Je sais pas, ça me paraît tout à fait logique. Ma requête, et de toute façon, je n'avais pratiquement pas le droit d'aller diriger ce match sans contrat. Donc ça aurait été, au vu des lois du football, ça aurait été très dommageable pour la fédération. Donc ils étaient obligés de faire quelque chose. Et puis faut apprendre à... Moi je dis tout vient du respect. Quand on met un entraîneur en place, il faut apprendre. Faut pas apprendre. Il faut le respecter tout simplement. Donc quelque part, vous n'avez pas été respecté. Pourquoi tous les prédécesseurs ont eu leur contrat en bonne et due forme dès le premier jour où ils ont mis pied au Gabon? 2 ans, et pourquoi Daniel, il faut qu'il attende 3-4 mois sans contrat, et pourquoi? Mais est-ce que ça, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de fédérations africaines, c'est-à-dire que les fameux sorciers blancs, les coachs européens ou étrangers, ils arrivent, ils ont tout de suite souvent des salaires beaucoup plus élevés, de meilleures conditions, et quand c'est un entraîneur local, le salaire est plus bas, les conditions sont revues à la baisse. Moi je sais d'où ça vient, parce que j'ai fait une analyse quand même qui est relativement pertinente, c'est que les anciens joueurs africains, ils ont du mal à aller passer leur diplôme. Voilà. Faut dire la vérité, les Blancs, dès qu'ils finissent, tout de suite ils vont à Clairefontaine, ils vont passer leur diplôme, ils font les choses en bonne et due forme, et voilà. Et j'ai remarqué qu'on aime beaucoup la facilité. Donc moi, quand je suis allé passer mon diplôme à Paris, quand je suis revenu au Gabon et que je leur ai dit que je passais mon diplôme, beaucoup de gens m'ont regardé avec des grands yeux en fait. J'ai l'impression que je faisais quelque chose de différent de ce que tout le monde avait l'habitude de faire. Il faut que les anciens pros se forment, passent des diplômes, que ce soit pour être entraîneur, pour être manager, directeur sportif. Il faut qu'ils soient crédibles. Il faut qu'ils puissent poser quelque chose sur la table. Et c'est pas les diplômes du pays. Quand on te donne en 45 jours, là, avec le permis de conduire et le permis bateau, bon, tu m'as compris, mais c'est pas ça. Donc il faut vraiment aller se former. Faut passer par l'Europe. On peut se former en France, en Italie, en Espagne, partout. Mais il faut avoir quelque chose à la main. Je pense que les dirigeants nous prendront plus au sérieux quand beaucoup penseront à avoir une reconversion, mais une vraie reconversion avec des diplômes, avec quelque chose dans les mains. Je pense que le problème, il vient de là. Un vrai bagage. On ne peut pas prendre au sérieux un joueur qui peut passer un DEPF en 1 mois. Ça n'existe pas. Ici, on le passe en plus d'1 an. Et au Gabon, tu l'as en 1 mois. Donc, c'est pas cohérent. Et derrière, on vient proposer des projets, mais c'est pas cohérent. Il faut se former. Les plus grands le montrent. Les Zidane, Deschamps, tout ça, Laurent Blanc, ils ont montré qu'ils se sont formés jusqu'au bout. Et bien maintenant, c'est à nous de le faire. Il faut montrer aussi le chemin. Alors, pendant votre mandat de 10 mois, il y a eu souvent des affaires autour de Pierre-Emerick Aubameyang, viendra pas. Il a pas mal tensé la fédération aussi. Vous, quelle relation vous aviez avec lui? Moi, une relation d'entraîneur. J'étais plus son partenaire, j'étais son entraîneur. Je me suis toujours dit, jamais je supplierai un joueur pour venir en équipe nationale. Il a eu des différends avec la fédération, le ministère. La première fois que j'ai eu une réunion avec lui, je lui ai dit, il ne faut pas tout mélanger. Voilà, il faut penser à tes coéquipiers.
On a envie de se qualifier, on a besoin de toi à 100%, on n'a pas besoin de toi sur la pointe des pieds. Je lui ai donné des exemples de Samuel Eto'o ou Drogba qui se sont mouillés vraiment pour leur pays. Donc je voulais que Pierre joue le même rôle. Malheureusement, il ne l'a pas entendu de cette façon et ça nous a un peu pénalisé, c'est sûr, même beaucoup, parce que ça reste un joueur, un très grand joueur qui aurait pu quand même, je pense, nous qualifier, nous aider à nous qualifier, pas facilement, mais voilà, avec son expérience, il aurait pu y contribuer beaucoup. Mais c'est malheureux, c'est comme ça. De toute façon, ça résume un peu tout ce qui s'est passé autour de l'équipe, avec les incompréhensions des dirigeants et la mauvaise communication. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. La mauvaise gestion, communication. Ça a eu un effet boule de neige et ça a été pas facile à rattraper, mais... Alors justement, quand on met toutes ces petites choses bout à bout, que ce soit la fédération, vos conditions de travail, la motivation de certains joueurs et toutes les petites affaires autour, finalement, quand on voit que le Gabon ne va pas à la CAN, la déception forcément, mais quels sont les sentiments? C'est logique quelque part, oui. Ben oui, c'est logique. Moi, et d'autres joueurs aussi qui connaissent le haut niveau, les personnes qui ont vu un peu le bordel, tout ce qui se passait de l'intérieur, c'est logique parce que tout ce qui a été mis en place autour, déjà la gestion, quand on voit Camacho, il arrive pendant la CAN, tout le monde ne comprend pas qu'on puisse recruter un joueur. Derrière, voilà, on veut mettre Pierre Aubame, alors Pierre Aubame, il n'est pas au courant, ouais, il n'est même pas au courant que... Voilà, et c'est tout ça, c'est de l'amateurisme, c'est un peu... Je pense que c'est un peu ce que Pierre voulait dénoncer, Pierre-Emerick veut dénoncer, c'est un peu son ras-le-bol. Il arrive à un âge, je peux comprendre, moi aussi quand j'étais au Mans, à Lens, j'ai boudé la sélection. Je peux comprendre parce qu'il est à un tel niveau, il ne vient pas pour régresser, normalement il vient pour apporter et progresser. C'est quelque chose que des fois le grand public ne comprend pas, qu'un joueur ne réponde pas à l'appel à la sélection, mais... Voilà, quand il ne répond pas, il faut déjà essayer de comprendre pourquoi, ouais. Et la plupart du temps c'est pour les mêmes raisons en fait. C'est trop amateur, un joueur qui joue à Arsenal, il doit être dans les mêmes conditions, voilà. Tout le projet que moi j'ai mis en place, c'est justement pour améliorer les conditions des joueurs, faire en sorte qu'ils arrivent en équipe nationale, ils soient gonflés à bloc. Et il ne faut pas qu'ils arrivent en nationale, qu'on commence à parler d'argent. Il y a aussi l'épisode de l'avion pour aller au Soudan du Sud, notamment quand on parle de conditions. Oui, c'est tout ça. Les choses qui sont faites à la dernière minute, après souvent c'est des guerres en interne, c'est entre fédérations, ministères, tout le monde se tire dans les pattes. Ouais. Donc maintenant, qui connaissent les réseaux sociaux, ils se servent des réseaux sociaux pour descendre les gens. Je trouve ça stupide, parce qu'il y a des choses qui doivent rester... En interne. Voilà. Maintenant, il y a tout qui sort sur les réseaux sociaux, parce que les gens, ils veulent se venger. Des fois, c'est des gens qui travaillent dans la même institution, c'est quand même impressionnant. Donc et quand tu vois ça, et que toi, tu es Arsenal, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que je fais là? C'est normal, sa réaction. Après, je lui ai demandé de faire l'effort de faire abstraction sur tout ça, mais c'est pas facile. C'est pas facile et voilà, mais j'aurais voulu un peu plus d'implication de sa part et qui joue vraiment son rôle de leader. Ouais. Voilà, et il n'a pas joué comme moi je l'aurais voulu, pour ses raisons, il a ses raisons. Voilà, maintenant... La page est tournée, voilà, il faut passer à autre chose. Alors, il y a au Gabon à la sélection, mais il y a aussi le championnat local. Vous avez eu l'occasion de voir un petit peu comment ça se passait. Là, ça reprend un petit peu. Quelque part, est-ce que ce n'est pas tout le football gabonais dans son ensemble qui est malade? Une sélection, elle s'appuie sur son championnat. Quand on a un championnat inconstant, voilà, à un moment donné, même au niveau des joueurs, on n'a pas beaucoup de choix. Pratiquement, j'avais que deux joueurs locaux. Ouais. C'était Bitseki et Louafilou. Et voilà, c'est pas normal. Il faut faire en sorte qu'on ait un championnat constant, faire en sorte que les clubs respectent les joueurs aussi, respectent leur engagement et
se penche sur la formation, parce qu'il y a des clubs qui n'ont pas de centre de formation. C'est incroyable. En 2019, des soi-disant clubs pro qui n'ont pas de centre de formation. Vous voulez comment que vous sortez un joueur peut-être tous les 15-20 ans, mais il faut vraiment se pencher là-dessus. L'État avait mis les moyens, mais malheureusement, ça n'a pas donné le résultat que cela aurait pu donner. Mais il faut continuer, il faut persévérer. Et un jour, je pense que si aussi on met les bonnes personnes au bon endroit, un jour le football gabonais, il pourra rivaliser avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ou le Cameroun, ou les plus grandes nations africaines de football. Je pense qu'on a les moyens, mais maintenant il faut passer à l'action. Entre vous et le Gabon actuellement, où est-ce que ça en est? Vous allez, on va dire, est-ce que les comptes sont à zéro ou toujours pas? Non. On aura compris. Non, parce que ils sont pas à zéro. Mon contrat ça va être assez surprenant ce que je vous dis, mais mon contrat de sélectionneur n'a pas été honoré encore. Donc, du tout. Du tout. Donc j'avais des arriérés de manager qui ont été réglés qu'à moitié. Donc on a fait un courrier avec mon avocat parce que moi il faut bien que j'explique pourquoi j'ai fait un recours à mon avocat. C'est parce que quand je parlais, on ne m'écoutait pas. Ouais. Donc à un moment donné, c'est la justice qui parle, peut-être qu'ils vont écouter. Surtout la FIFA. Donc là, on a fait un courrier, ils ont réagi. Le premier courrier en disant qu'ils allaient régulariser ma situation. Ça devait être fait depuis le 28 avril. On est le 3. C'est ça. Il n'y a rien qui a été fait. Donc je pense que d'ici la semaine prochaine, petite relance. Non, on fera une mise en demeure, c'est tout. Directement. Voilà, il ne faut pas tergiverser trop, voilà, parce que on m'a fait traîner 2 ans quand même. Donc maintenant, je suis plus dans la tolérance zéro, mais voilà, ils m'ont pas fait de cadeau, je vois pas pourquoi moi j'en ferai. Tu comprends? Vous comprenez ce que je veux dire? Sûr. Mais après, c'est un peu particulier parce que quelque part vous dites, ils m'ont pas fait de cadeau, je ne leur en ferai pas. Mais quelque part, si peut-être un jour vous avez l'occasion de revenir comme sélectionneur, vous reviendrez. Ouais. C'est un peu paradoxal, non? Ce sera peut-être pas les mêmes personnes aussi qui dirigeront le. Ce serait ça la condition? Oui, parce que honnêtement, travailler avec les personnes qui sont en place là, non, c'est impossible. Si c'est encore eux 2, 3, 4, 5 ans, non, je peux plus. Ouais. Je peux plus parce que j'y crois pas. J'y crois pas, j'ai pas confiance en ces gens qui sont actuellement en poste, j'y crois pas. Ils n'ont pas de vision, ils sont pas professionnels, donc voilà. Et je pense que ce qui m'a coûté un peu mon poste, c'est aussi de leur avoir dit ce que je pensais à un moment donné. Voilà. Donc revenir au Gabon dans des conditions différentes, et pourquoi pas, mais on verra, mais certainement pas avec les gens qui sont en poste en ce moment. Alors sinon, il y a d'autres possibilités, peut-être d'autres expériences en club ou une autre section, c'est quelque chose qui vous intéresserait? Oui, c'est pas ma priorité pour l'instant, mais ça peut être une éventualité dans le futur. Donc là, actuellement, ce serait quoi votre priorité? Mes diplômes et trouver, travailler dans l'information. D'accord. Dans l'information sur 2 ans. Ça serait un bon projet, le temps de finaliser à peu près tous mes diplômes et voilà. Ce serait déjà pas mal. Ouais, ça sera bien. Et un petit message aux Gabonais, il faut passer ses diplômes en Europe. Pour moi, tout ce qui est au Gabon, ça n'a pas de valeur, on n'apprend rien, on ne peut rien apprendre en 1 mois. C'est impossible, parce que moi, on m'a proposé de passer mon VEF en 1 mois au Gabon. J'ai dit non, je ne peux pas, parce que j'ai des amis qui l'ont passé en France et on apprend énormément. Et les gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de diplôme pour entraîner, ils se trompent. Voilà. Vous l'avez appris justement en apprenant? Bah oui, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris énormément, des choses que quand j'étais joueur, je ne voyais pas. Ouais. Mais j'ai appris énormément de choses et ça va me servir maintenant, ça me servira tout au long de ma carrière d'entraîneur. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Daniel pour cet entretien. De rien.